Imaginez que vous vivez en 1971 et que vous voyez des étudiants ordinaires se transformer en gardiens de prison sadiques en seulement 6 jours. Terrifiant, n'est-ce pas? Mais voici le rebondissement. Rien de tout cela n'était réellement vrai. Ils ne faisaient que suivre des instructions. Tout ce que vous croyez savoir sur l'expérience de Stanford est un mythe, discrètement démonté par des chercheurs patients qui ont réécouté les enregistrements. Les cris, les crises de nerfs, les gardiens qui auraient soi-disant découvert un monstre en eux, tout cela a été inventé. Les chercheurs ont enfin écouté les bandes originales. Ce qu'elles révèlent n'est absolument pas une descente vers le mal. C'est une performance dirigée, orchestrée et soigneusement montée, qui a trompé la psychologie pendant un demi-siècle. Alors, que s'est-il vraiment passé dans ce sous-sol silencieux en 1971? Imaginez un été chaud à Palo Alto, août 1971. Le professeur de psychologie Philippe Zimbardo transforme le sous-sol de Jordan Hall à Stanford en une fausse prison. Il accroche une pancarte, installe des barreaux de fer et aménage une petite salle d'observation avec des caméras cachées à l'intérieur. Puis, il recrute 24 étudiants masculins grâce à une petite annonce dans le journal. La moitié deviennent gardiens, l'autre moitié prisonniers. Un simple lancer de pièces décide exactement qui est qui. Le plan semble simple, presque innocent dans sa portée. Regardez ce qui se passe quand des gens ordinaires reçoivent soudain le pouvoir. Zimbardo prévoit que l'expérience durera 2 semaines. Tout s'arrête au bout de 6 jours seulement. Les prisonniers, dit-on, s'effondrent. Les gardiens inventent de nouveaux châtiments cruels. Un jeune homme, dit-on, hurle jusqu'à ce qu'on soit forcé de le libérer. Zimbardo met fin à l'expérience et le fait savoir au monde entier. Sa conclusion devient l'une des idées les plus largement reprises dans tous les manuels de psychologie moderne d'aujourd'hui. Donner à une personne ordinaire un uniforme, un rôle et un peu d'autorité, et elle se transforme en monstre. La situation, et non l'individu, engendre le mal. Les manuels scolaires l'adoptent. Les documentaires le mettent en scène sans relâche depuis de nombreuses décennies. Les journalistes le citent chaque fois qu'un soldat torture un prisonnier ou qu'un bureaucrate approuve discrètement l'horreur. Abu Ghraib, Stanford. Le Rwanda, Stanford. L'Allemagne nazie, Stanford. Ce mythe explique presque toutes les atrocités de l'histoire moderne. Pendant 50 ans, cette étude a été un miroir, vous disant que dans les bonnes conditions, vous feriez la même chose. Ce mal n'était pas là dehors, il était en toi, attendant un costume. Du moins, c'est ce que nous croyons. Mais il s'avère que les cassettes racontent une toute autre histoire sur ce qui s'est vraiment passé dans ce laboratoire au sous-sol. En 2018, le cinéaste français Thibault Le Texier a fouillé dans les archives poussiéreuses de Stanford pour réaliser un documentaire. Mais en écoutant les enregistrements audio d'origine, quelque chose lui parut profondément troublant. Les gardiens n'avaient pas inventé la cruauté. Ils avaient été informés à ce sujet. Sur l'un des enregistrements, on entend le directeur, l'étudiant en doctorat David Jaffe, donner des instructions aux gardiens. Avant même que l'expérience ne commence, Jaffe leur dit que les prisonniers doivent se sentir impuissants. Il leur demande d'être durs. Il donne des idées précises pour humilier les détenus. Quand un gardien résiste, disant qu'il ne veut pas de cruauté, Jaffe insiste. Il lui rappelle que l'expérience dépend de leur endurance. Il lui explique que les chercheurs ont besoin exactement de ce comportement. Ceci n'est pas une observation neutre, c'est une mise en scène. Nous sommes sur un plateau de tournage, pas dans un laboratoire de psychologie. Une distinction essentielle. Pendant des décennies, Zimbardo a affirmé au public que les gardiens étaient libres d'interpréter leur rôle comme ils le souhaitaient. Les enregistrements ont prouvé le contraire. Les gardiens ont reçu un scénario, un ton, une ambiance. La cruauté dont tout le monde se souvient comme spontanée avait en réalité été demandée. Demandée, répétée, récompensée. Et ce n'était que le premier mensonge caché dans les archives poussiéreuses de Stanford. Prenons l'exemple de Dave Eschleman. C'était le gardien le plus tristement célèbre, surnommé John Wayne par les prisonniers pour son sadisme désinvolte. Pendant des décennies, il a été la preuve ultime de la théorie de Zimbardo, un étudiant ordinaire transformé en tyran.
Mais Eshleman lui-même a fini par avouer la vérité. Il jouait la comédie. Il avait vu le film « Luc la main froide ». Il a calqué son personnage sur le capitaine de prison sadique de ce film, donnant aux chercheurs ce qu'ils semblaient attendre. Il traitait l'expérience comme du théâtre d'improvisation. Il ne devenait pas cruel, il jouait la cruauté, délibérément. Considérez maintenant Douglas Corpy, le prisonnier dont l'effondrement émotionnel est devenu le moment emblématique de toute l'expérience. Devant la caméra, il hurle, il supplie qu'on le libère, il semble complètement perdre la raison. Zimbardo cite cet effondrement comme la preuve de la rapidité avec laquelle un environnement carcéral détruit la fragile psyché humaine. Mais voici le rebondissement. Corpy a déclaré à plusieurs reprises, publiquement, qu'il simulait en réalité tout cet effondrement. Il voulait partir parce qu'il avait des examens à réviser, et on lui a dit qu'il ne pouvait pas simplement quitter l'étude. Alors il a fait ce que n'importe quel étudiant paniqué aurait fait. Il a simulé une crise assez convaincante pour être relâché. Maintenant, regardez comment les volontaires ont été recrutés. L'annonce dans le journal mentionnait spécifiquement la vie en prison, et non la psychologie en général. Des études ultérieures montrent que les personnes ayant répondu à ce type d'annonce obtenaient des scores plus élevés aux mesures d'agressivité, d'autoritarisme et de domination sociale. L'échantillon n'était pas aléatoire. Il était auto-sélectionné pour les traits précis que l'expérience allait ensuite découvrir de manière spectaculaire. Et pour finir, Zimbardo lui-même ne s'est pas contenté d'observer derrière une vitre sans teint. Il s'est attribué le rôle de directeur de la prison. Il arpentait les couloirs. Il donnait des ordres. Il façonnait l'atmosphère émotionnelle. Pas un scientifique observant un phénomène. Il était le metteur en scène de la pièce. Si tout était scénarisé, pourquoi le monde entier y a-t-il cru pendant des décennies? Une partie de la réponse est arrivée en 2001, lorsque la BBC a financé une réplication complète menée par 2 psychologues britanniques. Alex Haslam et Stephen Reicher ont repris exactement le même dispositif. Des volontaires ordinaires, une prison fictive, des gardiens, des prisonniers, les caméras qui tournent. Mais cette fois, une chose était différente. Les gardiens n'avaient pas été formés. On ne leur avait pas dit d'être durs. Aucun gardien ne leur a précisé que l'expérience exigeait de la cruauté. On les a simplement placés dans ce rôle, puis observés. Le résultat? Rien à voir avec Stanford. Les gardiens n'ont pas sombré dans le sadisme. Beaucoup se sentaient mal à l'aise d'exercer une autorité sur les autres. Ils ont hésité. Ils ont négocié. Certains ont refusé d'appliquer des règles qu'ils jugeaient injustes. Pendant ce temps, les prisonniers n'ont pas craqué. Ils se sont organisés. Ils se sont parlé. Ils ont résisté aux punitions arbitraires à l'intérieur des murs de la fausse prison. À un moment donné, les prisonniers ont en quelque sorte pris le contrôle, formant une petite communauté coopérative avec les gardiens les plus compatissants. Haslam et Reicher en ont tiré une conclusion bien différente. La cruauté n'a rien d'automatique. Les rôles, à eux seuls, ne corrompent pas les êtres humains. Ce qui produit réellement le mal collectif, c'est l'identification à une cause et la permission d'un leader présentant le mal comme nécessaire. Autrement dit, le mal n'est pas circonstanciel, il est idéologique. Il a besoin d'un récit, il a besoin d'une voix. Une voix qui dit « c'est juste, c'est nécessaire, c'est ton devoir ». Voilà comment naît la cruauté. Ce qui signifie que le vrai coupable n'était pas du tout la nature humaine. Une fois que vous voyez ce schéma, il apparaît partout. Prenez Abu Ghraib. Pendant des années, les sévices infligés aux prisonniers irakiens ont été expliqués comme une explosion de cruauté à la manière de Stanford. Mauvaise situation, gens ordinaires, cruauté inévitable. Mais les enquêtes ont plus tard révélé quelque chose de tout à fait différent sous l'histoire de surface. Il y avait une chaîne de commandement. Il y avait des techniques d'interrogatoire encouragées d'en haut par de hauts responsables militaires. Il y avait des dirigeants qui présentaient la déshumanisation comme un devoir patriotique. Les soldats qui résistaient subissaient des pressions. Les soldats qui obéissaient étaient félicités.
Ce n'était pas l'uniforme qui provoquait la torture. C'étaient les instructions dissimulées, à l'intérieur même de l'uniforme. Prenez aussi les célèbres études d'obéissance de Stanley Milgram, où les sujets étaient censés infliger des décharges électriques à des inconnus sur ordre. Pourquoi? Parce qu'un homme en blouse blanche leur disait d'appuyer sur le bouton. Encore et encore. La réanalyse des propres archives de Milgram montre que de nombreux participants ont en réalité résisté, protesté, refusé et remis en question l'expérimentateur. Le chiffre net de 65% d'obéissance masque une réalité bien plus trouble, faite d'hésitation, de refus et de dilemmes moraux tout au long de l'expérience. L'histoire de Milgram était plus nette que ces données. Mais voilà, le mythe façonne encore les manuels aujourd'hui. Le même schéma a frappé l'effet du témoin, né du meurtre de Kitty Genovese en 1964. Pendant des décennies, les manuels scolaires ont affirmé que 38 témoins l'avaient regardé mourir dans une rue de New York sans rien faire. Des enquêtes ultérieures ont montré que ce chiffre était exagéré. Plusieurs personnes ont bel et bien tenté de lui venir en aide cette nuit tragique. L'histoire était en grande partie une invention des journaux. Pourtant, l'effet du témoin est devenu un pilier de la psychologie sociale. Vous commencez à voir un schéma. Découverte spectaculaire, méchant tout désigné, preuve fragile, gloire immense, puis correction discrète plus tard. C'est ce que les psychologues sociaux appellent désormais la crise de la reproductibilité. De belles histoires bâties sur des fondations très fragiles. De célèbres études sur l'amorçage, les postures de pouvoir, la volonté et la cruauté situationnelle n'ont pas résisté lorsqu'elles ont été reproduites avec la rigueur moderne. Alors comment une seule étude bancale, menée dans un sous-sol, a-t-elle pu tromper toute une science? La réponse, ce n'est pas la science, c'est l'art de raconter. Zimbardo était un communicant hors pair. Il maîtrisait le récit, invitant les journalistes dans le sous-sol avant toute évaluation par les pairs. Il a donné des interviews, influencé le montage des séquences, écrit des livres, apparu à la télévision. À cette époque, il était célèbre. Lorsque les critiques ont remis en question la méthodologie, l'histoire avait déjà quitté le laboratoire et s'était ancrée profondément dans la culture. Et l'histoire est arrivée exactement au bon moment culturel, 1971. Le Vietnam déchirait l'Amérique. My Lai révélait des atrocités commises par de jeunes soldats ordinaires. Le Watergate se profilait. Les gens voulaient comprendre comment de bons citoyens devenaient monstrueux. Zimbardo a proposé une réponse rassurante. Ce n'est pas nous, c'est la situation. Changez la situation et le mal disparaît. Ce message s'est répandu parce qu'il apaisait. Il disculpait les individus et déchargeait les institutions de toute responsabilité en accusant des forces abstraites. Les auteurs de manuels l'ont recopié parce qu'elle était nette, mémorable et spectaculaire. Personne n'est retourné consulter les archives d'origine. Personne n'a écouté les enregistrements. Les manuels citaient des manuels qui citaient d'autres manuels. Les preuves d'origine sont discrètement devenues sans importance. La psychologie, comme tout domaine, récompense l'attention. Et l'attention récompense les histoires avec des méchants, des rebondissements et des leçons morales choquantes. La rigueur est invisible. La nuance ne fait pas le buzz. Le domaine a entretenu le mythe parce que le mythe le maintenait sous les projecteurs. Mais voilà, ce n'est pas qu'une question théorique. Cela change discrètement, chaque jour, le regard que vous portez sur vous-même. Réfléchis à ce que l'histoire de Stanford t'a discrètement enseigné, que tu n'es qu'un uniforme de la cruauté ordinaire, que votre personnalité n'est qu'un mince costume tendu sur une nature plus sombre, tapis juste sous la surface, que si la mauvaise situation se présentait, tu deviendrais soudain quelqu'un que tu ne pourrais même pas reconnaître en toi-même. Peut-être t'es-tu raconté cette histoire. Peut-être t'en es-tu consolé d'une étrange manière silencieuse. Car si le mal est automatique, alors personne n'en est vraiment responsable, pas même toi. Mais il s'avère que les enregistrements suggèrent tout autre chose. Votre cerveau résiste à la cruauté bien plus que vous ne le pensez vraiment. Les gens ordinaires sans conditionnement ne glissent pas facilement vers la cruauté. Ils hésitent, ils s'interrogent, ils cherchent une issue. Ils négocient avec l'autorité.
Ils forment de petites alliances contre l'injustice. Le comportement par défaut n'a rien à voir avec le sadisme. La norme, c'est la confusion et le malaise moral. La cruauté exige quelque chose de plus pour surmonter cette hésitation en nous. Il lui faut une histoire qui dise que cette personne le mérite. Il lui faut une voix qui dise que ce comportement est nécessaire. Il lui faut un groupe qui dit que tout le monde le fait. Sans ces ingrédients, la plupart des gens refusent tout simplement. Votre consentement compte. La situation est réelle, les systèmes sont puissants. Mais vous n'êtes pas un réceptacle passif qui absorbe tout. Tu es un filtre. Tu choisis quels ordres suivre, quel cadre accepter, quelles histoires croire. Chaque fois que vous remarquez ce choix, vous affaiblissez le mythe du mal automatique. La conscience est votre première défense. Une fois que tu sais que la cruauté s'apprend, tu peux en entendre les leçons. Tu peux repérer les suggestions du gardien. Vous pouvez reconnaître le personnage à la John Wayne qu'on vous suggère d'incarner. Vous pouvez décider, en silence, de ne pas entrer dans le jeu. Mais voici une question dérangeante que les cassettes laissent en suspens. Pourquoi aimons-nous autant les histoires sombres qui parlent de nous? Pourquoi Stanford s'est-il répandu non pas malgré sa noirceur, mais grâce à elle? Quelque chose d'étrangement réconfortant habite cette obscurité. L'idée que les humains sont secrètement des monstres supprime le fardeau de l'effort moral. Elle excuse les échecs des dirigeants. Elle transforme les choix en fatalité. Si nous ne sommes tous que des gardes en attente d'un uniforme, personne n'est individuellement responsable. Tout le monde allait finir par le faire. L'horreur devient une météo, quelque chose qui nous arrive, non quelque chose qu'on commet. Mais le vrai mal, quand on regarde de près, n'est pas une tempête. Il est choisi. Il est encouragé. Il est toléré. Elle a ses auteurs, ses scénarios, et un directeur qui rappelle aux gardiens ce qu'on attend d'eux. Retirez l'encadrement, et la cruauté s'étiole. C'est une vérité plus lourde que le mythe de Stanford, car elle remet la responsabilité là où elle doit être, sur les dirigeants qui façonnent le récit, sur les systèmes qui le récompensent, sur les individus qui, en silence, y consentent. Voici la question qui dérange. Si Stanford est un mensonge, combien d'autres classiques sur votre étagère sont aussi des mensonges? Combien d'expériences sur la nature humaine ne sont en réalité que du théâtre bien produit, issu d'une époque où la psychologie courait après les gros titres plutôt que les données? Parce que Stanford n'est qu'un des nombreux mensonges de manuels scolaires qui reposent encore silencieusement sur les étagères de vos salles de classe préférées. Si vous voulez voir jusqu'où va vraiment ce terrier du lapin, regardez la vidéo de réanalyse de Milgram qui suit juste après. L'histoire de l'obéissance n'est pas celle qu'on vous a enseignée, et les archives renferment la même discrète rectification que Stanford a révélée. Elle transforme votre regard sur chaque uniforme, chaque ordre, chaque instant où l'autorité murmure que les choses doivent être ainsi. Demande-toi honnêtement, si tu t'étais tenu dans cette cave, entendant le gardien exiger ta dureté, lui aurais-tu obéi? Auriez-vous refusé? Ou auriez-vous accompli juste assez de cruauté pour être utile, en vous disant plus tard que ce n'était pas vraiment vous? Écrivez votre réponse dans les commentaires, pas celle qui flatte, la vraie, celle que vous préféreriez que personne ne voit jamais vraiment. Abonne-toi si tu veux d'autres classiques démystifiés, ceux qui ont façonné ta vision de toi-même sans que tu t'en rendes compte. Car le prochain mythe que nous démontrons pourrait bien être celui que vous croyez